Tu parles de ta mère, tu l'as dit tout à l'heure, tu as grandi dans des conditions matérielles qui étaient quand même assez difficiles dans ton enfance. Mhm. C'est quoi la bascule culturelle dans ton enfance, ton adolescence? C'est quoi tes références qui font qu'aujourd'hui tu es scénariste? Alors que, comme tu dis, tu étais destiné à être une merde sociale, comme tu le dis. Ah, mais c'est le hasard complet. Moi j'étais ouvrier, j'étais longtemps au chômage parce qu'il n'y a pas de travail. J'ai... En fait, c'est de ma faute. Je ne suis pas une victime du système. Attention, il ne faut pas se gourer. Moi, je suis allé à l'école. La France est un pays qui intègre ses enfants dans le corpus de l'éducation nationale. Attention, il faut arrêter de dire des conneries. Hein. Moi, je suis allé à l'école, mais j'étais atteint de TDA. C'est un trouble du déficit de l'attention. L'école m'emmerdait prodigieusement. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais à l'école. Et je pouvais pas, quoi. Je savais que c'était pas mon truc. C'était quoi tes évasions à l'époque? Moi, je lisais beaucoup de bandes dessinées. Je lisais des romans policiers. Je lisais Les Mystères de Paris, Les Mystères de Paris, Les Misérables. Je lisais des auteurs comme ça qui me parlaient, quoi. Je lisais beaucoup de trucs policiers, des polars noirs, américains souvent, mais surtout des bandes dessinées. Mais l'école, je comprenais pas en quoi ça me rendait extraordinaire d'avoir eu un 20 sur 20. Tu vois? Je voyais pas. Je me disais, t'as 18 sur 20, bravo. Je dis, ouais, alors. Je voyais pas, je comprenais pas l'utilité. Puis on me disait, il faut avoir ton bac. Je m'en foutais, quoi. Je voyais pas l'intérêt de l'école. Juste, c'était obligatoire, fallait y aller. Les profs étaient super. Hein. Franchement, l'éducation nationale, elle a fait son boulot avec moi. C'est juste moi qui n'ai pas fait le mien. Attention. Et puis un jour, le proviseur... moi, j'ai redoublé la 6e et j'ai redoublé la 5e. Et quand j'ai redoublé la 5e, je me souviens que le proviseur m'a dit « Dis donc, Raouf Dafri, vous êtes intelligent, pourquoi vous redoublez la 6e et vous redoublez la 5e ?» Alors, je sais, monsieur, c'est simple, moi, c'est comme à la cantine, quand c'est bon, je reprends 2 fois. Alors, il a dit « Ok, donc... » Gros problème d'insolence, gros problème de je m'en foutisme. Ils ont convoqué mes parents, ils ont dit il n'est pas fait pour les travaux intellectuels, il faut l'envoyer dans un lycée d'enseignement professionnel. Donc je me suis retrouvé au lycée technique de Baggio pour devenir chaudronnier-soudeur. Ok. À l'époque, c'était les lois de Vaquet, donc ça manifestait. Je crois que j'ai manifesté un peu plus longtemps que les autres, mais depuis mon lit. Donc, comme ils ne m'avaient jamais vu, ils ont dit bon, il faut le dégager. Mon père m'a envoyé ensuite dans un autre bahut qui s'appelle Francisco Ferrer, et j'ai fait le con. Ouais, j'ai fait le con. Je me suis fait virer, et juste au-dessus de Francisco Ferrer, il y avait les ateliers collectifs de la métallurgie. Et là, c'était la dernière chance. C'est-à-dire, le système, au bout d'un moment, il est obligé de te recracher, parce qu'il a tout essayé. De te sauver, de te sortir l'os de poulet, mais à un moment, il te recrache. Il ne peut pas te digérer. Il faut qu'il te dégage. Donc ça, c'est la dernière chance. Et la dernière chance, c'est les ateliers collectifs de la métallurgie. Et là, tu vas faire 1 semaine à l'usine, 1 semaine à l'école. Ça a duré 3 ans. J'allais à l'usine. Donc, et puis, une fois que tu sors de là, que tu as fait tes 3 ans, d'abord, le CAP de chaudronnier soudeur, j'ai vu des potes qui ont perdu... il y avait Soumaré. Il avait une coupe afro comme Linton Kwesi Johnson. Linton Kwesi Johnson, il a une coupe afro en cigare qui monte comme ça vers le haut. Et lui, un jour, il a allumé un chalumeau. Il a dit « Soussou, tourne le bec, il est juste en face de toi. » Il fait quoi? Et à ce moment-là, le truc s'allume et il y a la moitié de sa tige. Et il aurait pu y perdre la tête, quoi. Le prof a retiré sa blouse, lui a sauvé. Après, j'ai un autre pote qui a perdu des doigts en coupant une tôle. Enfin, j'ai vu et il y en a un autre, une meule de disque a éclaté et lui a crevé un œil. Et je me suis dit, waouh, ouvrier, c'est compliqué. Il faut que je trouve un autre boulot. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine de passer mon CAP de chaudronnier-soudeur, puisque de toute façon, je ne ferai pas ouvrier. Donc, j'y suis pas allé. Ça a coïncidé aussi avec l'époque des radios libres. Ah oui, alors là, c'était génial. Est-ce que tu peux me dire à quel point c'était... Les gens ne s'imaginent pas aujourd'hui que n'importe qui peut faire un podcast, on en est bien la preuve. Mais à l'époque, il fallait avoir des fréquences, des stations, c'était toute une aventure.
Bah oui, moi j'ai eu du bol, c'est quand Mitterrand est passé, il a créé les radios libres. Et comme j'ai un sens du baratin, je me débrouille pas trop mal, mes fréquentations ritales, on m'a dit, ça te dirait pas d'animer? Je fais, mais il faut que je fasse quoi? Bah, il faut que tu parles, dans le micro et que tu racontes des trucs. Je dis, ok, je vais raconter des trucs. Puis j'ai acheté des disques, j'allais chez le disquaire US Import, je passais de la musique noire américaine, je parlais du chanteur. C'était bien, je parlais de Sam Cooke, de James Brown, je racontais des trucs. Et puis il se trouvait que ils considéraient à la radio que j'avais un bon filet de voix. Ils se sont dit, tiens, il a une bonne voix, on va lui filer des créneaux horaires. Et puis un jour, ça s'est professionnalisé. Et je suis devenu salarié dans une radio, c'est la radio de la Voix du Nord. Le groupe Voix du Nord à Lille. Ils avaient ouvert une radio. Sociale. Pardon ? Ascension sociale. Ouais, mais moi, je le voyais pas comme ça. Je me disais, c'est génial, je touche le salaire d'un ouvrier, je travaille 2 heures par jour, c'est cool. C'est vraiment comme ça que je le voyais, de manière pragmatique. Il n'y avait pas d'ambition. L'ambition, c'est pas un truc que je connaissais, je savais pas. Et après, ça c'est dans les radios, il fallait faire un truc un peu plus stylé. Et moi, j'adorais la provocation. Et je me suis retrouvé sur une radio où j'ai pu faire de la provocation. Je pouvais dire des trucs démentiels. C'était Contact, Radio Contact, maintenant ça s'appelle Contact FM, à Tourcoing. Et là, je me suis lâché. Là, je me suis lâché, mais royal. Vraiment, je lançais des débats. Doit-on raccompagner tous les bicots à la frontière? Alors, comme je m'appelais Francis Panova, il n'y avait pas moyen de savoir. Du coup, il y avait des Arabes qui appelaient, qui disaient « On va t'égorger, sale bâtard !» Je fais « Ceux-là, il faut les raccompagner. » Vous avez entendu comment ils parlent aux gens? Après, il y avait des débats du genre « À quel âge doit-on piquer les vieux ?» parce que c'est eux qui coûtent le plus cher à la Sécu. Alors, Hitler n'avait pas que des mauvaises idées. Il avait l'idée d'un carrousel, figurez-vous. Est-ce que vous avez vu L'Âge de cristal? Et t'entendais ça à la radio, tu disais « Mais d'où sort ce mec? Il est dérangé. » Tu comprends ce que je veux dire? Bref. Je sortais des choses assez immondes, mais c'était entre 1h et 5h du matin. Et je faisais gagner des pornos, parce que à l'époque, j'ai un pote qui a fait une connerie, un Roubaisien, dont le nom est à consonance maghrébine, et il avait braqué un camion qui était... il n'a pas braqué le chauffeur, c'est-à-dire le camion était stationné, il l'a volé, il l'a ouvert, et comme lui, il est un peu de confession musulmane, il a ouvert le carton, il n'y avait que des vidéos porno de chez Marc Dancel. Il s'est dit, à qui je vais vendre ça? Il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que tu crois qu'on peut en faire? Je dis, on va les faire gagner à la radio. Et il m'a dit, oh, c'est cool, tu me débarrasses d'une marchandise. Donc, je lui ai filé 3 fois rien. Il m'a dit, je lui ai dit, je te remercie. Puis après, enfin, c'était du bric-à-brac, je délirais complet. Et j'étais payé pour ça. Et après, je me suis retrouvé à nouveau au chômage. Et j'ai commencé à faire de la communication d'entreprise. Donc, j'allais dans des grosses boîtes expliquer aux employés qui sont heureux et qu'il ferait mieux de fermer leur gueule en vantant le patron. Donc, je travaillais pour l'ultralibéralisme. T'étais un chantre du libéralisme. Ah, moi, toujours. Moi, le capitalisme, ça marche bien. Ma mère, elle m'a éduqué dans le capitalisme. Elle m'a dit, tu t'appelles Abdel Raouf, il y a 2 solutions. Tu marches ou tu crèves. J'ai dit, ben, maman, je vais marcher. Oui, et si tu peux courir, c'est encore mieux. Alors j'ai dit, ok, maman, je vais courir s'il le faut. Donc aujourd'hui, les gens se plaignent de l'ultralibéralisme. Ils disent, oui, on se fait virer de l'entreprise. Oui, mais le patron, c'est pas ton copain. Il est là pour gagner de l'argent. Il n'a pas monté une assos. il s'en tape de toi. Enfin, on dirait que les gens découvrent l'ultralibéralisme. Moi, enfant d'immigré, j'ai grandi là-dedans. C'est marche ou crève, quoi. Il n'y a pas de sentiment. Tu dois toujours être sur le coup d'après. C'est comme aux échecs. Tu dois toujours être sur le coup d'après. Tu dois être stratège. Et du coup, moi, quand je perdais un travail, je me disais, c'est pas grave, j'ai l'énergie, j'ai la niaque dans ma tête. J'avance. Et en France, pour ça, on est un pays très protégé. Tu peux toucher le chômage, tu es tranquille. Et puis, un beau jour, je me suis retrouvé animateur de télé à Monaco. Pour Télé Monte Carlo. Et je faisais une émission qui s'appelait Panama on the Beach. Donc j'allais sur les plages, je faisais le con et tout.
Et j'ai rencontré des gens de la télé. J'ai fait le festival de Cannes en 92. L'émission s'appelait Cannes en Ray-Ban. J'avais une mallette comme ça, puis je devais croiser des stars et leur offrir une paire de Ray-Ban, poser avec eux devant la caméra en type selfie. Et la personne devait dire « Cannes en Ray-Ban with Francis Palama ». C'est des connes. Mais Tu reviens de loin. ouais. Et du coup, quand je suis rentré, j'avais très bien gagné ma vie. Je suis revenu à Wattignies dans le Nord. Après avoir vécu un petit moment à Monaco, Juan-les-Pins, j'étais bien logé, j'avais une carte, un 4x4 pour me déplacer, je faisais le con, je passais à la télé. Bon. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faudrait que je fasse animateur télé, hein, ça n'a pas l'air très fatigant, et puis en plus de ça. Et je me suis retrouvé dans une soirée à Paris avec des gens de la télévision. Et franchement, je ne donnerai pas le nom de la boîte, hein, mais c'était pas loin de chez Christophe de Chavannes. Et je me suis retrouvé dans cette soirée avec les gens les plus bêtes que j'ai jamais croisés de toute ma vie. Mec comme Nana, bête, aucune culture. C'est Cyril Hanouna à côté, il tient la rédaction des Cahiers du cinéma. C'était un niveau de bêtise des gens sans culture, sans référence. Et je me suis dit, tu vas faire animateur télé, tu vas devoir vivre avec ces gens-là, tu vas devoir rigoler avec ces gens-là. Pas question. Et là, j'étais dans la merde. Qu'est-ce que je vais faire? À part faire le con, montrer ma gueule, parler dans un micro, qu'est-ce que je sais faire? Rien. Et là, ça a été... qu'est-ce que je vais faire? Mais vraiment, c'était... tu arrives à... J'avais quoi? J'avais 37 ans? Non, à l'époque, j'avais 27. J'ai continué à faire un peu de trucs alimentaires et j'arrive à 37, 38 ans et je sais que je voudrais devenir scénariste, mais j'ai pas de contact, je connais personne. Alors en 95, j'ai eu un coup de bol, j'ai envoyé un scénario à Protecréa. Il y a un monsieur qui s'appelle Martin Brossolet qui l'a lu, qui m'a contacté. Et il y en a un autre que j'ai envoyé à Canal+ Écriture, c'est François Cognard qui m'a contacté. Ils m'ont pas fait travailler, même s'ils avaient envie. Si Martin m'a fait travailler sur un truc, mais ça n'a pas tenu, mais ils m'ont encouragé. C'est formidable parce que Nicolas Boukrieff et Martin Brossolet, je dis François parce qu'après Canal+ Écriture, j'ai eu un nouveau contact, c'était François Cognard. Ils m'ont encouragé, ils m'ont dit, tu as de l'or dans les mains, tu as quelque chose, mais ton quelque chose ne peut pas s'adapter à la demande du cinéma français. Mais tu tiens quelque chose de fort, t'as vraiment quelque chose. Et ça t'aide. Tu te dis, waouh, je compte, j'existe. Et tu te dis, waouh, tu vois, et moi je cherchais pas l'argent, je cherchais juste à savoir si j'étais pas en train de faire de la merde, quoi. Et là on te dit, et c'est des mecs sérieux, ils te disent, il y a quelque chose, tu peux y arriver. Et j'ai continué à gratter. Et un jour est arrivé un prophète. Bon bah, je pense que sur ces entrefaites, on a terminé. Je te laisse le mot de la fin, Abdel. Que veux-tu que je te dise ?